Alors, pour commencer cette présentation, ici, on a une photographie qui est prise depuis le sommet de l'Illimani, qui est un des sommets englacés de la Cordillère Royale en Bolivie, donc à côté de la ville de La Paz. Et vous voyez sur cette photo un campement, un ensemble de tentes là, qui sont allumées. Une des tentes est allumée ici. Et ce campement, c'était une mission qui a eu lieu en 2017 en Bolivie pour réaliser un carottage au sommet de ce glacier d'Illimani, de manière à pouvoir reconstruire l'évolution du climat au cours des derniers milliers d'années. C'est un des exemples de travaux qu'on fait en tant que scientifique glaciologue sur les glaciers. Alors, pourquoi ça ne veut pas passer? Voilà. Donc, la présentation elle est organisée en 3 temps. Dans un premier temps, je vais rappeler pour qu'on puisse partir sur des bases communes. Comment est-ce qu'un glacier fonctionne? Pourquoi est-ce qu'un glacier peut gagner ou perdre du volume? Quelles sont les mesures qu'on réalise, à la fois sur le terrain, à la fois à partir de l'espace aussi, puisqu'on utilise beaucoup de données satellites. Et puis, on retracera aussi comment est-ce que les glaciers ils ont évolué à l'échelle globale au cours des dernières décennies, avec notamment des exemples basés sur les glaciers andins. Et puis, on verra dans un troisième temps, comme je l'ai évoqué brièvement tout à l'heure, les impacts de cette évolution. Alors, des glaciers au Chili, il y en a un grand nombre. Le Chili a la chance d'être un pays avec une très, très grande diversité, variété géographique, puisque ce pays couvre un très grand nombre de latitudes, comme évidemment vous le savez, depuis les régions très arides dans le nord du Chili jusqu'à la Patagonie dans l'extrême sud, avec aussi des altitudes qui sont très différentes, puisqu'on a dans le nord du Chili des sommets qui dépassent 6000 mètres d'altitude, et puis en Patagonie, on a plutôt des glaciers qui se jettent dans la mer. Donc, on a une très grande variété des glaciers qu'on peut trouver au Chili. Et ici, là, ce premier exemple, avec un glacier qui s'appelle le glacier Estrecho, dans la région de Pascualama, donc plutôt la partie nord du Chili. Et sur ces glaciers, dans la région très aride de la région d'Atacama, on va pouvoir trouver des caractéristiques assez particulières, comme on le voit sur la photo que j'ai illustrée en bas, qui est un zoom en fait d'une partie du glacier, où on voit que la superficie des glaciers est vraiment hérissée, si je puis dire, donc avec pas mal de petits pics de glace qu'on appelle des pénitents, penitentes de hielo en espagnol, qui sont des formes caractéristiques qu'on trouve dans les régions très arides, comme c'est le cas dans la région d'Atacama au Chili. Donc ça, c'est en lien avec des processus particuliers de fonte à la surface des glaciers, ce qu'on appelle la sublimation, le fait que la glace passe directement de l'état solide à l'état gazeux sans passer par la phase liquide, et ce qui peut engendrer ce type de forme très particulière qu'on va trouver dans les milieux très arides. Alors, si on va un peu plus au sud, ici on est dans les Andes de Patagonie, de côté argentin cette fois-ci, mais avec un petit glacier dans la région du Fitzroy, le glacier de Los Tres, un glacier qui se jette dans un petit lac, donc, comme on peut le voir ici sur la photo, même si la connexion entre le glacier et le lac est un peu masquée par les rochers, mais des glaciers qui sont finalement dans des dimensions relativement restreintes, c'est quelques centaines de mètres carrés ou quelques kilomètres carrés, quelques hectares ou quelques kilomètres carrés, et du coup des dimensions qu'on peut facilement suivre et mesurer avec des mesures de terrain. Mais on est aussi toujours dans cette région, dans un contexte relativement aride. Vous voyez qu'il y a assez peu de végétation aux alentours des glaciers. Et puis, si on se déplace encore un petit peu plus au sud, côté chilien, cette fois-ci, on arrive dans la région vers Puerto Natales, donc vers le parc national Torres del Paine, avec le glacier Serrano, qui est donc sur le Cerro Balmaceda, où là, on voit que, même si la photo est malheureusement un peu sombre, que le glacier arrive dans des zones boisées. Il y a des forêts qui se développent sur les versants, et où on a donc un contexte complètement différent. On voit ici, contrairement à ce qu'on voyait sur la photo précédente, un glacier qui est très, très découpé, fracturé, en lien avec la vitesse à laquelle la glace s'écoule. Mais encore une fois, un glacier qui est, on va dire, dans des dimensions relativement humaines, qu'on peut acheminer relativement facilement, si je puis dire, en marchant, de par les dimensions qu'il occupe. Ici, la largeur du glacier, c'est un peu moins de 200 mètres de large, donc ce n'est pas très, très grand. Mais par contre, si on retourne un tout petit peu plus au nord du Chili, on arrive dans les grands champs de glace de Patagonie, le Campo de Hielo Norte et Campo de Hielo Sur, sur lequel, cette fois-ci, on ne peut plus envisager d'avoir un suivi
suivi de ces glaciers à partir de mesures de terrain, car ces étendues sont immenses, hein, c'est des centaines, des milliers de kilomètres carrés. Et là, on voit une photo prise du ciel d'une partie du champ de glace nord de Patagonie, avec 3 glaciers ici qui s'écoulent en direction donc, de l'endroit où la photo a été prise. Donc, pour suivre ce type de glacier, de par leur dimension, hein, vraiment de plusieurs centaines de kilomètres carrés, on voit qu'il faut avoir recours à des techniques différentes, et c'est un peu ces différentes techniques de suivi des glaciers qui sont utilisées par les glaciologues que je vais à présent évoquer. Donc, pour partir d'une définition, qu'est-ce que c'est qu'un glacier ? Un glacier, c'est finalement une accumulation d'eau solide, mais cette accumulation de glace, ce n'est pas de l'eau qui a regelé, comme si vous mettiez de l'eau dans un congélateur, par exemple, hein, mais cette glace, elle résulte de la transformation de la neige. Donc, c'est à partir de la neige qui, en s'accumulant année après année dans les régions d'altitude, va progressivement se compacter et se transformer en glace. Pour faire une analogie avec ce processus, c'est si vous avez déjà eu l'occasion de faire des boules de neige, hein, vous prenez de la neige qui est très légère, très peu consistante, et puis quand vous la tassez, ça va devenir une boule un peu compacte. Donc il faut imaginer ce processus, mais qui se fait de manière naturelle et sur plusieurs années, de manière à pouvoir transformer des cristaux de neige qui ont des petites formes d'étoiles très jolies vers des cristaux de glace qui ont des formes beaucoup plus géométriques de type quadrilatère ou autre. Donc cette neige, elle se transforme en glace. Alors ça prend beaucoup de temps, effectivement, il faut des conditions climatiques particulières pour que ça puisse se produire. Et puis ensuite, cette glace, elle n'est pas figée, elle va s'écouler. Donc le glacier, il est animé d'un mouvement, un mouvement qui est relativement lent, hein, puisque la glace, elle va à la fois se déformer, puis elle va à la fois glisser sur la roche. Et on dit en général que pour parler d'un glacier, il faut qu'on ait une forme qui soit permanente à des échelles de temps humaines, c'est-à-dire de l'ordre de plusieurs décennies, ou voire plusieurs siècles. Alors, on va revenir sur la manière avec laquelle se forme un glacier, hein. Là, j'ai présenté un petit schéma qui présente les principales zones, mais je vais décrire ces différents processus au cours des diapos suivantes. Donc, si on prend un petit dessin, où ici le glacier est représenté par cette masse blanche avec le relief montagneux qui est représenté par les montagnes bleu-vert derrière, comment se passe finalement la vie d'un glacier? Alors, pendant l'hiver, la neige va tomber à la surface du glacier, elle va s'accumuler à la surface du glacier. Donc, elle va contribuer finalement à faire gagner de la masse au glacier. Le glacier va d'une certaine manière grossir pendant la période hivernale, la période d'accumulation. Et puis, pendant la période d'été suivante, la période de fonte, il y a une partie de cette neige qui va disparaître, notamment aux plus basses altitudes. Et puis, il y a aussi une partie de la glace du glacier qui va fondre. Donc, dans la partie haute du glacier, on va avoir tendance, à l'échelle d'une année, à accumuler de la masse. Et puis, dans la partie basse, on va avoir tendance à en perdre. Alors, si on en perd en bas et qu'on en gagne en haut, on voit qu'on a quelque chose qui va tendre à se déséquilibrer. Mais comme je l'ai évoqué précédemment, hein, la glace, elle n'est pas figée, elle va s'écouler sous l'effet de la gravité, hein, en lien avec la pente, évidemment, sur laquelle le glacier va s'écouler. Et donc, on a un transfert de la masse qui s'accumule dans les parties hautes des montagnes vers les parties basses. Du coup, on voit bien que finalement, on a deux processus qui vont jouer dans des directions potentiellement différentes, hein, c'est-à-dire le processus de gain ou de perte de masse et le processus de transfert de masse vers la partie haute, depuis la partie haute vers la partie basse. Et ça veut dire que finalement, si on a davantage de pertes de masse dans la partie basse que de masse qui arrive depuis la partie haute par l'écoulement de la glace, le glacier va avoir tendance à reculer. Et c'est ce que j'ai illustré sur ce petit schéma. Voilà. Si on a beaucoup plus de pertes de masse en bas que de masse qui arrive par le haut, le front du glacier va reculer, la taille du glacier va diminuer. Et inversement, si on a beaucoup plus d'accumulation dans la zone haute et donc beaucoup plus de transfert vers le bas que de fonte qui se produit dans la partie basse, le glacier va plutôt gagner de la masse et sa dimension va avoir tendance à s'agrandir. Donc aujourd'hui, comme vous avez dû en entendre parler, on est plutôt dans une période où les glaciers ont tendance à maigrir, à perdre du volume, parce qu'on a une augmentation de la fonte, notamment à basse altitude. Cette augmentation de la fonte, elle est notamment reliée à l'élévation des températures que l'ensemble de la planète Terre connaît actuellement et depuis maintenant plusieurs décennies.
Donc, ça augmente la perte de masse du glacier, la fusion notamment, et du coup, ça fait baisser son volume et du coup, ça fait diminuer sa superficie. Donc, c'est pour ça qu'on parle de recul du front des glaciers d'une manière assez généralisée actuellement. Alors, pour illustrer cet écoulement de la glace, vous voyez ici sur cette animation un ensemble de photos qui ont été prises. Alors, c'est un glacier en Alaska, en Amérique du Nord. Ces photos, elles ont été prises pendant plusieurs mois, une photo par jour entre mars et août de l'année 2016. Et vous voyez comme la glace finalement s'écoule depuis la partie haute vers la partie basse. Donc, c'est un écoulement qui est lent. Si vous vous asseyez à côté du glacier, vous n'allez pas le voir s'écouler en quelques minutes, en quelques heures. Mais ici, on fait s'enchaîner très rapidement des photographies prises jour après jour et on voit ce mouvement, cet écoulement de la glace. Et on voit aussi comment, au niveau du front, finalement, le glacier a tendance à reculer au cours de cette période en lien avec la fonte qui va se produire pendant la période estivale, dans la mesure où là, on est dans l'hémisphère nord, en Alaska, et qu'entre mars et août, on est dans la période de fonte entre le printemps et l'été de l'hémisphère nord. Alors, où est-ce qu'on va trouver des glaciers sur Terre? On va en trouver un peu partout. On va en trouver finalement dans les régions près des pôles, ce qu'on appelle les hautes latitudes, donc très au nord ou très au sud, autour de l'Antarctique, autour de l'Arctique, du Groenland, et puis la zone arctique canadienne ou russe. Donc là, dans ces régions, comme il y fait relativement froid, les glaciers vont pouvoir être à des altitudes basses, proches du niveau de la mer. Et puis, aux latitudes intermédiaires ou dans la région intertropicale, on va aussi pouvoir trouver des glaciers, mais cette fois-ci à très haute altitude, puisque, comme je l'ai évoqué précédemment, la condition pour l'existence d'un glacier, c'est qu'il faut qu'il y ait de la neige qui puisse s'accumuler année après année pour permettre à la glace de se former et ensuite de s'écouler. Donc, pour avoir ces conditions de neige qui va pouvoir persister plusieurs années sans fondre et donc pouvoir se transformer en glace, il faut soit se trouver à très haute altitude, dans les régions des latitudes tropicales ou des latitudes tempérées, soit à très haute latitude, et cette fois-ci proche du niveau de la mer quand on est dans les régions polaires. Alors, à l'échelle globale, les glaciers, c'est à peu près 700 000 km² en superficie. Et ce 0,3 mètre SLR là, que j'ai ajouté à côté, ça correspond à la quantité de laquelle s'élèverait ou changerait le niveau marin, le niveau des mers sur l'ensemble de la planète, si on faisait fondre l'intégralité de la glace comprise dans les glaciers de montagne. Donc, si on faisait fondre toute la glace de ces glaciers répartis un peu partout, tous les petits points bleus de cette figure, le niveau des mers augmenterait d'une trentaine de centimètres. Alors, c'est relativement peu par rapport à la contribution des deux grandes calottes glaciaires dont je n'ai pas encore parlé et qui ne seront pas forcément très au centre de tout mon discours. Ce sont l'Antarctique et le Groenland qui, elles, stockent des volumes de glace qui sont vraiment gigantesques, dans la mesure où si on faisait fondre intégralement ces deux calottes, le niveau de la mer sur l'ensemble de la Terre monterait cette fois-ci de 60 à 70 mètres. Donc, vous voyez que c'est un ordre de grandeur complètement différent, beaucoup plus important. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'à l'échelle des prochaines décennies, compte tenu des scénarios de changement du climat, il est très probable qu'une très grande partie des glaciers de montagne disparaissent. Heureusement, l'Antarctique et le Groenland ne sont pas, je dirais, menacés aux échelles de temps qui nous concernent, même s'ils vont être impactés aussi par le changement du climat. Alors, dans les Andes, où est-ce qu'on trouve des glaciers? Pour zoomer sur la région qui nous intéresse, on en trouve, comme je l'ai dit, un peu sur l'ensemble de la cordillère des Andes, depuis la Colombie jusqu'à la Terre de Feu. Et là, de la même manière qu'on l'a évoqué précédemment, quand on est dans les régions tropicales, pour avoir des glaciers, il faut aller les chercher à très haute altitude, plus de 6000 mètres d'altitude, notamment au Pérou, en Bolivie, ou jusqu'à la Terre de Feu, où on trouve les glaciers auprès du niveau des mers. Là, cette carte, elle est accompagnée par des petits graphiques, et puis il y a un ensemble de points rouges ici. Et ces points rouges et ces petits graphiques, ils montrent finalement les mesures qui sont faites sur un certain nombre de glaciers par des glaciologues, des collègues chiliens, argentins, boliviens, péruviens, etc., avec lesquels je travaille régulièrement et qui nous permettent de suivre année après année, je dirais même saison après saison, finalement un certain nombre de glaciers dans toutes les Andes, depuis la Colombie jusqu'au Venezuela. Alors, quelles sont les mesures qu'on va faire sur ces glaciers? Et j'illustre ça avec une photographie aérienne d'un glacier en Bolivie qu'on appelle le glacier du Zongo, qui se trouve très près de la capitale de la ville de La Paz.
Et donc, sur ce glacier, on va aller mesurer un peu les différentes variables qui conditionnent la vie et l'évolution de ce glacier. Alors, on va mesurer l'évolution de sa surface. Hein, ça peut se faire relativement facilement à partir de photographies aériennes ou à partir d'images satellites. De la même manière, on va suivre l'évolution de la longueur du glacier via notamment la position de ce qu'on appelle le front du glacier, c'est-à-dire l'endroit où le glacier se termine. Et puis pour mesurer finalement si le glacier gagne ou perd de la masse, s'il grossit ou s'il maigrit, on va mesurer à la fois les quantités d'accumulation qui se produisent, accumulation de neige qui se produisent à la surface du glacier. Et puis on va mesurer aussi la vitesse à laquelle cette neige et cette glace vont fondre, ce qu'on appelle l'ablation. Alors, on va également suivre la vitesse à laquelle le glacier s'écoule. Hein. On a vu à partir de l'enchaînement d'images que le glacier n'était pas quelque chose de figé, qui se déplaçait. Et puis, on va mesurer aussi les précipitations qui vont tomber dans le bassin versant du glacier sous forme de pluie ou de neige. On va mesurer l'ensemble des variables météorologiques, la température, l'humidité, la vitesse du vent, etc., qui vont conditionner les processus de fonte de neige et de glace à la surface du glacier. Et puis enfin, on va mesurer le débit du torrent qui sort du glacier, puisque les eaux de fonte à la surface du glacier vont alimenter un torrent, une rivière qui va ensuite contribuer au fonctionnement hydrologique du bassin versant dans lequel se trouve le glacier. Donc ici, vous avez des photographies qui illustrent un petit peu ce type de mesure. Hein. Par exemple, ici en haut à droite, vous avez une station hydrologique qui va mesurer le débit du torrent dans ce petit canal qui a été cimenté ici. Vous avez ici d'autres types de mesures qui sont des mesures topographiques pour mesurer l'évolution de la surface du glacier. Puis là, vous avez des exemples de stations météorologiques, alors qu'on pose soit directement sur le glacier, soit en bordure du glacier, pour mesurer l'ensemble des paramètres atmosphériques, température, humidité, vent, etc. Et puis là, vous avez un autre dispositif que j'ai présenté ici, qui est un dispositif, un radar, qui permet de mesurer l'épaisseur du glacier, donc pour connaître le volume de la glace. Voilà, donc là, en l'occurrence, c'est un système où on émet une onde radar qui pénètre à l'intérieur de la glace, qui va être réfléchie par le rocher qui se trouve sous la glace et qui nous permet de connaître directement les épaisseurs du glacier. Alors, comme je l'ai dit, ces mesures ponctuelles, celles que j'illustre ici par ces photos, on peut les faire que sur un nombre limité de glaciers par rapport à l'ensemble des glaciers qu'on va pouvoir trouver dans les régions de montagne ou à l'échelle globale. Et pour compléter ces mesures qu'on réalise directement sur certains glaciers, on a recours à l'utilisation de données enregistrées soit à partir de photographies aériennes, soit carrément depuis l'espace à partir de satellites qui permettent d'observer la surface de la Terre. Donc ces images satellites, elles sont disponibles depuis plusieurs décennies maintenant, pour les observations les plus anciennes. Et puis, depuis quelques années, on a même recours à des données qui étaient enregistrées par ce qu'on appelait des satellites espions, des satellites militaires, notamment américains et russes, dans les années 60-70. C'est des données qui sont aujourd'hui mises à disposition de la communauté et qui nous permettent d'avoir une perspective temporelle plus longue sur l'observation des glaciers notamment, mais de l'ensemble de la surface de la Terre depuis l'espace. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir depuis l'espace? Par exemple, ici, vous avez un enchaînement d'images d'un satellite, qui est un satellite américain, un satellite Landsat, un satellite civil d'observation de la Terre, avec un exemple ici pris en Himalaya, dans une région du Pakistan, qu'on appelle le Karakorum, avec le glacier du Baltoro. Et là, sur cette animation, on revoit à nouveau le fait que le glacier, c'est pas du tout une masse, un glacier, c'est pas une masse qui est figée, qui est statique, mais qui s'écoule au cours du temps, un peu à l'image d'une rivière, mais néanmoins avec quand même certaines différences par rapport à un écoulement fluide tel que celui d'une rivière. Et on peut voir aussi sur cette image que, alors c'est peut-être un peu subtil à voir, mais que la surface du glacier, elle change, elle est de temps en temps couverte de neige, de temps en temps c'est la glace qui apparaît, donc en fonction des saisons. Et ici, sur cet enchaînement d'images, on a une image par an sur une quinzaine d'années, donc c'est une fréquence relativement réduite. Alors, l'évolution récente des glaciers, et notamment à partir de ces données aériennes, ces photographies aériennes, ces images satellites, on peut reconstruire l'évolution des superficies des glaciers. J'ai illustré ici deux exemples, un dans les Alpes françaises et puis un dans les Andes en Équateur, sur un petit glacier, le Carihuayrazo, qui est situé à plus de 5000 mètres d'altitude. Vous voyez qu'il a quasiment intégralement disparu aujourd'hui, ce petit glacier. Là, vous avez les différents contours qui ont été reconstruits à partir de photographies aériennes
aérienne depuis les années 50 jusqu'à 2020, qui montre à quelle vitesse finalement le glacier se réduit au cours du temps. Et puis là, on retrouve quelque chose de similaire au niveau de ce petit glacier dans les Alpes françaises, à côté de l'endroit où j'habite, à Grenoble, ici, où on a de la même manière reconstruit l'évolution de sa surface depuis les années 50, donc sur quasiment 70 ans. Et donc, dans les deux cas, l'évolution est évidemment avec une perte de surface assez importante, voire quasiment une disparition. Et pour illustrer ça avec des photographies, on retrouve ici d'autres exemples, avec là un glacier aussi dans les Alpes françaises, sur la droite, là, le glacier de Sarenne, avec deux photos à un peu plus d'1 siècle d'intervalle, où on voit que ce glacier a quasiment intégralement disparu. La montagne a complètement changé de paysage. Et de la même manière, ici en Colombie, alors avec un intervalle de temps beaucoup plus court, d'une dizaine d'années, mais qui montre finalement à quel point le phénomène est quelque chose de très rapide et qui, par là même, est quelque peu inquiétant, si je peux dire. Alors, plus près de Santiago, ici, des glaciers dans la région métropolitaine, avec le glacier Olivares Alpha, avec deux photographies, encore une fois prises avec un peu plus de presque 70 ans d'écart, une photographie des années 50, une photographie actuelle, où de la même manière qu'on peut l'observer un peu partout sur Terre, les glaciers qui perdent énormément de volume. Alors ici, un autre exemple à partir de photographies, d'images satellites, avec un exemple très parlant du glacier Columbia, donc en Alaska, où vous voyez à partir de ces images, encore une fois, du satellite d'observation Landsat, prise entre 86 et 2019, donc sur un peu plus d'une trentaine d'années, à la vitesse à laquelle le front du glacier recule. Et là, on a un recul de plusieurs dizaines de kilomètres de long. Donc, c'est vraiment des pertes de volume de glace qui sont très, très importantes et qui nécessairement vont avoir un impact à l'échelle globale, à la fois sur le niveau des mers, on y reviendra tout à l'heure, et puis sur les ressources en eau dans les régions habitées. Alors, cette cartographie, elle fait finalement un peu le résumé de cette évolution des glaciers sur l'ensemble de la planète au cours des 50 dernières années, grosso modo, depuis les années 1960, et où les différentes boules pour chacune des régions glacées de la surface de la planète montrent finalement les volumes perdus par les glaciers. Alors, c'est des volumes qui sont quantifiés en gigatonnes, donc c'est des millions de tonnes de glace, donc c'est difficile à imaginer finalement la quantité que ça peut faire, mais si on traduit ça en variation du niveau des mers, c'est ce qui est indiqué sur la phrase ici, une perte de volume de glace de 360 gigatonnes, ça correspond à changer le niveau des mers de, en gros, 1 millimètre. Donc ici, là, le globe qui est en bas à gauche représente la perte totale cumulée sur l'ensemble des glaciers de la planète. Donc, vous voyez 9 000 milliards de tonnes de glace perdues au cours de cette période d'un peu plus de 50 ans, ce qui correspond à une trentaine de centimètres, un peu moins d'une trentaine de centimètres d'élévation du niveau marin. Donc ici, on a la région des Andes du Sud, là, qui est Southern Andes en anglais, SAN, Andes du Sud, où on voit que finalement, ce sont tous les glaciers chiliens, argentins, et notamment les grands glaciers de Patagonie et de Terre de Feu, qui ont, comme leurs camarades, si je puis dire, sur l'ensemble de la Terre, perdu une grande quantité de leur volume au cours de ces 50 années. Alors ici, on retrouve un graphique, cette fois-ci en série temporelle, avec les mesures faites tous les ans sur un ensemble de glaciers répartis partout sur Terre, dans les différentes régions de montagne, depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui. Et on voit comment, au cours du temps, cette perte de masse des glaciers, elle a évolué. Et on voit que finalement, depuis les années 90, on a un phénomène qui a tendance à s'accélérer avec une pente dans la perte de masse cumulée qui est de plus en plus raide, si je puis dire. Donc, et puis des histogrammes qui représentent les variations annuelles. Donc, on voit qu'elles sont quasiment totalement rouges, c'est-à-dire des pertes de masse année après année. Et on voit que ces pertes de masse, par la dimension des histogrammes, sont de plus en plus marquées, de plus en plus importantes, et en particulier au cours de la décennie qui vient de s'écouler. Alors, tous ces travaux qu'on fait actuellement, ils nous servent notamment
à pouvoir simuler quelle va être l'évolution des glaciers dans le futur, puisque pour être capable de faire ces simulations, il faut comprendre comment les glaciers ils évoluent aujourd'hui, il faut comprendre comment est-ce que finalement leur évolution elle est conditionnée par l'évolution du climat. Et donc une fois qu'on a compris ces relations, on est capable de les modéliser avec des ordinateurs, avec des codes numériques. Et donc, en fonction des scénarios d'évolution des climats, on est capable de proposer des simulations d'évolution future des glaciers. Et ici, on retrouve le glacier du Zongo, qu'on a vu tout à l'heure en Bolivie, sur lequel je vous avais présenté les mesures que l'on fait à la surface du glacier. Donc ça, vous avez une image satellite en arrière-plan ici d'un état actuel. L'image, elle doit dater de 2016, il me semble, donc un état relativement récent. Et puis, vous avez 3 cartes ici, sur la droite, là, qui montrent l'évolution du glacier en 2025, en 2050, en 2100. Et la couleur, la variation de la couleur représente finalement les épaisseurs de glace qui restent au niveau de chacune, au niveau de chacune de ces cartes. Donc, sans grande surprise, dans un scénario, je dirais, d'évolution moyen, avec une augmentation des températures qui serait de l'ordre de 3 degrés d'ici la fin du siècle, d'ici 2100, on voit que ce glacier du Zongo, il va être amené à perdre énormément de sa surface et de son volume dans le cadre de ce scénario. Alors, ce type de simulation que j'ai illustré précédemment sur le glacier du Zongo en Bolivie, on est capable de les faire à l'échelle de tous les glaciers du monde. Et ici, c'est un résultat d'une étude récente où on a ces simulations pour les différentes régions en glacier du monde. Alors, on va faire un zoom assez rapidement sur les régions qui nous intéressent le plus aujourd'hui dans le cadre de cette présentation, donc les glaciers des Andes et de 2 régions, puisqu'on a découpé les Andes en 2 parties, la partie intertropicale, donc entre la Colombie, le Pérou, l'Équateur, la Bolivie, et puis ce qu'on appelle les Andes du Sud, donc entre le Chili et l'Argentine, donc depuis la région de Santiago jusqu'à la Patagonie. Et ces 3 courbes sur chacun des 2 graphiques, les 3 courbes, la bleue, la rouge, la verte, elles représentent l'évolution du volume des glaciers. Si on prend le volume de tous les glaciers de chacune de ces 2 régions, on regarde comment ce volume il évolue en fonction de 3 scénarios d'évolution du climat. Donc, on va dire un scénario relativement optimiste, où on réussirait à maintenir un changement de température de l'ordre de 2 degrés, et puis un scénario pessimiste, donc en rouge, et puis un scénario moyen, intermédiaire, en vert. Alors, on voit que dans la région tropicale, la perte de volume des glaciers, suivant un scénario moyen ou un scénario optimiste, elle est presque 90%. Il resterait à peine, grosso modo, 10% du volume actuel d'ici la fin du siècle. Dans le cadre d'un changement de température, on va dire maîtrisé, où on resterait au niveau d'un réchauffement de l'ordre de 2 degrés, on aurait une perte de volume qui serait de l'ordre de 60%, il resterait à peu près 40% à la fin du siècle du volume actuel. Et dans les Andes du Sud, où on a des volumes de glace beaucoup plus importants, dans la région tropicale, des glaciers beaucoup plus grands qui ont un temps de réponse au changement climatique qui est bien plus long, on voit que on aurait évidemment une perte de volume, quel que soit le scénario considéré, mais néanmoins des pertes de volume qui seraient plus faibles en quantité, en proportion, que dans la région intertropicale. Alors, quels impacts de tout ça par contre, j'ai juste un petit souci, c'est que j'ai perdu la caméra de la classe, donc je ne peux pas voir si vous avez des interactions. Comment je fais pour retrouver ça? Je vais peut-être sortir de ça. Voilà, je vais arrêter le partage et puis je vais le reprendre. Bon, non, je ne retrouve pas. Non. La caméra de la classe. Sur le côté, vous avez Vista sur le côté droit. Ah, ça y est. Oui, merci. Voilà. Très bien. Je vous en prie. Okay. Du coup, la troisième partie en termes d'impact, et je crois qu'il nous reste encore une petite dizaine de minutes, si je ne me trompe pas trop. Alors, ce petit schéma, il rappelle finalement quel peut être le lien entre la présence d'un glacier dans une région
montagneuses dans le cas présent, et puis des activités humaines. Ici, on voit qu'on a un barrage où on a de la production d'hydroélectricité, on voit qu'on a des industries qui peuvent dépendre de l'eau qui provient des glaciers, on a des cultures, on a de l'élevage, on a de l'industrie, enfin de la vie d'une manière générale. Et le fonctionnement hydrologique d'un bassin versant dans une région de montagne, ça va avoir un impact sur l'irrigation des cultures, sur la production hydroélectrique ou encore sur la consommation. Donc l'eau qui provient du glacier, forcément, elle va nécessairement impacter ces différentes activités en fonction de l'évolution des glaciers. Ensuite, cette eau, elle arrive au final à la mer, à l'océan. Donc, comme je l'ai évoqué précédemment, à l'échelle globale, l'évolution des glaciers, elle impacte potentiellement le niveau des mers sur l'ensemble de la planète. Alors, pardon. Ce premier impact en termes de niveau des mers, c'est évidemment un phénomène qui est global, puisque l'ensemble des océans de la planète sont connectés les uns aux autres. Donc la fonte des glaciers ou haute latitude, s'ils entraînent une élévation du niveau des mers, cette élévation, elle va impacter l'ensemble du littoral sur tous les continents de toute la planète. Donc ici, dans le graphique qui est sur la gauche, ce qui est représenté, ce sont les projections dans quelle mesure le niveau des mers va être susceptible d'augmenter au cours du XXIe siècle, donc d'ici à 2100, en fonction encore une fois de différents scénarios. Et ce qu'on simule actuellement, c'est une évolution de l'ordre de 40 à 60 cm d'élévation du niveau des mers en fonction donc des différents scénarios. Et là, les différentes couleurs, elles représentent la contribution de différents secteurs, si je puis dire, à cette élévation du niveau des mers. Et la contribution des glaciers, de la fonte des glaciers, c'est ce que est représenté ici par les parties rouges. Et puis les parties vertes, c'est ce qui provient de la fonte du Groenland, donc la calotte qui est au niveau de l'hémisphère nord. Et puis la partie violette, c'est ce qui correspond à la contribution de l'Antarctique, donc la grande calotte au niveau du pôle sud. Et puis vous voyez que vous avez un autre terme qui s'appelle l'expansion thermique. Alors c'est en anglais, thermal expansion. L'expansion thermique, c'est tout simplement le fait que l'eau, elle va occuper un volume beaucoup plus important, enfin plus important dans la mesure où elle est plus chaude. Donc avec le réchauffement global, et notamment le réchauffement des océans, on a une augmentation du volume de l'eau, de l'océan, qui contribue aussi à l'élévation du niveau marin. Donc vous voyez que ce qui provient finalement des glaciers et des calottes, c'est une très grande partie de l'évolution du niveau des mers dans les prochaines décennies, d'ici la fin du siècle, et que c'est une préoccupation importante. Du coup, sur la carte du monde qui est représentée sur la partie droite, on voit avec des couleurs toutes les zones littorales et leur degré de sensibilité, si je puis dire, dans quelle mesure il pourrait y avoir des impacts importants en lien avec l'évolution du niveau des mers. Et c'est principalement relié, évidemment, au fait que ces zones maritimes, ou ces zones littorales, elles soient peuplées et elles soient évidemment aussi industrialisées. Donc, on retrouve la partie méridionale de la côte chilienne, où on a un grand nombre de villes côtières qui sont présentes ici, et également un nombre d'activités industrielles potentiellement qui peuvent être impactées par une évolution du niveau des mers dans les prochaines décennies. Alors ici, ça c'est un graphique qui reprend ce que j'ai évoqué précédemment, mais en quantifiant la tendance temporelle de contribution des glaciers et des calottes à l'évolution du niveau marin. Donc on va retrouver des chiffres similaires à ce que j'ai évoqué précédemment. Et puis on va passer à l'autre impact important qui est celui de la ressource en eau. Et puis on retrouve ici sur ces figures des exemples d'usage de l'eau dans des régions englacées des Andes, avec ici on retrouve toujours le glacier Zongo en Bolivie, que j'ai déjà évoqué à 2 reprises pour les mesures et puis pour les simulations futures. Et vous voyez que le glacier Zongo qu'on voit en arrière-plan sur la photo, les eaux qui s'écoulent depuis ce glacier, elles sont finalement stockées dans une retenue, un barrage ici, et c'est un barrage qui sert à produire de l'énergie hydroélectrique, donc avec une centrale de production d'électricité qui se situe en contrebas de ce barrage. Et du coup, pour la société hydroélectrique qui produit cette électricité, l'évolution du glacier, c'est quelque chose de très important dans la mesure où ça conditionne en partie la quantité d'électricité qui peut être produite à l'échelle de l'année par cette centrale hydroélectrique.
Ici, on a un autre exemple avec le volcan de l'Antisana dans la région de Quito, en Équateur, donc Quito, la capitale de l'Équateur. On voit ici une station de mesure du débit, du torrent qui provient de cette zone englacée. Et cette eau qui provient du massif de l'Antisana, donc le massif de l'Antisana, c'est ce qui est entouré en rouge sur la carte en dessous, elle est directement captée pour être acheminée vers la ville de Quito par un réseau d'adduction d'eau, donc des canalisations qui ont été mises en place pour acheminer cette eau vers la capitale de l'Équateur, notamment pour la consommation de la population de la ville de Quito. Donc on voit, même si les glaciers sont à une distance de quelques dizaines de kilomètres, par exemple, dans le cas de la ville de Quito, il y a un usage direct de l'eau de fonte qui provient de ces glaciers par des systèmes de captage et d'acheminement de l'eau vers la ville de Quito. Alors cet exemple-là, il a des équivalents dans beaucoup d'autres régions, bien entendu, à la fois dans les Andes et puis aussi dans les Alpes, au niveau de la ville de Grenoble où je me trouve actuellement. Il y a d'autres impacts potentiels suite au retrait des glaciers, notamment ce qu'on appelle les risques liés à l'évolution des glaciers. Alors, quand un glacier se retire, dans le paysage, on peut, de manière assez fréquente, voir la mise en place d'un lac se former, puisque le glacier va avoir tendance à éroder, à creuser la vallée dans laquelle il se développe. Et du coup, quand le glacier se retire, on voit régulièrement apparaître ce qu'on appelle des lacs proglaciaires. Et ces lacs proglaciaires, ils peuvent être une menace pour les populations qui vivent à l'aval. Et dans le cas de cette photographie ici, on a un lac qui se situe au Pérou, en Cordillère Blanche, à côté de la ville de Huaraz, et où on voit qu'on a ces tuyaux-là qui permettent de pomper une partie de l'eau du lac pour éviter que le niveau du lac ne s'élève de manière trop importante et entraîne une vidange brutale qui pourrait être catastrophique pour les infrastructures qui sont situées à l'aval. Alors, d'autres exemples de risques associés à la présence d'un glacier, c'est les glaciers qui sont présents sur des volcans actifs. On en a quelques-uns au Chili, dans la région des volcans. Et quand ces volcans rentrent en activité, ça peut entraîner une fonte partielle ou totale de la calotte glaciaire et avoir un impact sur les habitations à l'aval. Ici, on a un exemple avec une catastrophe qui s'était produite au niveau du Nevado del Ruiz en Colombie dans les années 80, où une partie de la calotte glaciaire qui couvre ce volcan lors d'une éruption avait fondu et entraîné un peu plus de 25 000 morts dans la ville qui se situe à proximité du volcan. Et puis là, un autre exemple de catastrophe liée à la présence d'un glacier, avec une avalanche de glace dans la région de Yungay, donc en Cordillère Blanche, une nouvelle fois au Pérou, depuis le sommet du Huascarán, le plus haut sommet du Pérou, à plus de 6600 mètres d'altitude, où une avalanche de glace avait enseveli une partie de la ville qui se trouve au pied avec un peu plus de 20 000 victimes. Donc ça, c'est aussi des impacts directs qui font que les glaciologues sont souvent sollicités pour des études, notamment des risques liés aux glaciers. Alors, en termes de ressources en eau, et c'est la dernière diapo de cette présentation, j'ai voulu illustrer un exemple qui se situe dans la région du Chili, en particulier la région de Santiago, à partir des mesures satellites que j'ai évoquées tout à l'heure, où on est capable de suivre depuis l'espace, donc à partir d'enregistrements d'images satellites, les variations de surface et de volume des glaciers. On s'est intéressé à tous les glaciers des Andes, c'est ce qui est représenté par ces deux cartes ici, en haut à gauche de la diapositive, et au niveau de deux périodes, la période 2000-2009 et la période 2009-2018. Et les petits points ici, ce sont les endroits où on a des glaciers, et la couleur des points, elle représente le fait que le glacier est plus ou moins perdu du volume, donc de la masse. Plus le point est rouge, plus la perte de masse par an est importante. Et on voit dans la région des Andes centrales de Santiago ici que sur la première décennie, 2000-2009, on avait beaucoup de points qui étaient bleu clair. Donc, c'est-à-dire que les glaciers perdaient peu de masse. Et puis, dans la décennie suivante, vous voyez que ces points ils sont tous devenus rouges, voire rouge foncé pour certains, entre 2009 et 2018, ce qui traduit une perte de masse importante des glaciers, notamment dans la région de Santiago, au cours de la dernière décennie. Alors, on voit un changement de comportement, une accélération très forte de la perte de masse des glaciers dans cette région.
Et vous avez dû entendre parler, j'imagine, que le Chili et puis la zone, la région de Mendoza, San Juan en Argentine, la zone centrale du Chili connaissent une période de sécheresse décennale, hein, depuis grosso modo une dizaine d'années, qu'on appelle la méga sequía, et cette méga sequía, elle se traduit notamment par une diminution très importante du débit des rivières. Hein, alors, suivant les bassins versants, ça va être de l'ordre de 30 à 45% au niveau annuel, hein, de perte de débit, de diminution du débit. Et finalement, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que l'augmentation de la perte de masse des glaciers entre ces deux périodes, elle a permis en partie de compenser un petit peu cette sécheresse, dans la mesure où les glaciers, en fondant, ils ont libéré des quantités d'eau qui ont permis de compenser une petite partie, hein, bien entendu, pas la totalité, mais de la diminution des précipitations liées à cette période de sécheresse. Donc, c'est finalement un des rôles qui peut être noté des glaciers, de pouvoir finalement mitiger un certain nombre d'événements extrêmes en termes de sécheresse. Mais il faut quand même garder à l'esprit aussi que quand les glaciers fondent, c'est une partie du stock de glace qui est perdue et qui ne va pas nécessairement se reconstituer. Donc, c'est une perte nette, et que ce rôle de tampon, si je puis dire, des glaciers, il ne peut pas perdurer ad vitam aeternam, dans la mesure où le stock de glace il est finalement limité. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et puis, du coup, on a un petit peu de temps pour aborder des questions ensemble, si vous en avez. Alors, je vois ici, merci beaucoup. En tout cas, je me demande s'il y a des questions. Non. Alors, moi, j'en ai une par rapport à Torres del Paine, qui a un glacier. En fait, il y a eu une inondation il y a quelques années. Alors, est-ce que ce glacier-là va se récupérer à un moment où ça va être toujours en perte, en fait? Est-ce qu'il y a des... Comment dire? Est-ce qu'on peut penser à futur qu'il y aura une récupération où ça va toujours être toujours moins, ça va diminuer encore? Alors, malheureusement, c'est assez peu probable que la situation actuelle, elle s'inverse. Hein. Aujourd'hui, les glaciers ils perdent énormément de volume, en lien notamment avec l'augmentation des températures, qui font qu'on a des taux de fonte qui sont de plus en plus importants, et on a des périodes pendant lesquelles la fonte a lieu à la surface des glaciers qui sont de plus en plus longues, ce qu'on appelle un allongement de la période de fonte. Et compte tenu des scénarios d'évolution du climat dans les prochaines décennies, c'est extrêmement peu probable, pour ne pas dire impossible, que la situation s'inverse. D'accord. Merci beaucoup. Ici, on remercie aussi votre temps. Je vous en prie. J'espère que c'était assez clair et que je n'allais pas trop vite. Non, c'est parfait. Merci beaucoup. Allez, bonne journée. Merci. Alors, sur cette première diapo ici, là, on voit une vue depuis le sommet de l'Illimani. L'Illimani, c'est un sommet de la Cordillère Royale en Bolivie qui culmine à 6450 mètres d'altitude. Et on voit sur cette photo un campement, plusieurs tentes qui ont été installées ici à plus de 6400 mètres d'altitude pour réaliser un forage dans le glacier, donc un forage de glace, hein, et de manière à pouvoir analyser, reconstruire l'évolution des conditions climatiques pour la région, hein, donc les Andes boliviennes en l'occurrence, au cours des derniers milliers d'années. Donc, ce n'est pas forcément le sujet que je vais évoquer aujourd'hui, mais c'est pour illustrer, notamment par cette image, à quoi ressemble le paysage dans lequel j'ai l'habitude de travailler au quotidien, disons, quand je vais faire des mesures sur le terrain, et notamment dans les Andes de Bolivie. Alors, avant de commencer la présentation, donc je l'ai organisée en 3 temps. Un premier temps sur lequel on va revenir sur qu'est-ce qu'un glacier, comment est-ce qu'un glacier fonctionne, pourquoi est-ce qu'un glacier peut gagner ou perdre du volume, hein, et quelles sont les mesures que nous, glaciologues, réalisons à la fois sur les glaciers et puis aussi à partir de données qui sont enregistrées depuis l'espace, à partir des satellites d'observation de la Terre, comment est-ce qu'on peut suivre l'évolution de ces glaciers. Et puis quelques résultats dans la deuxième partie sur cette évolution récente, comment elle se traduit en termes de changement du volume des glaciers. Est-ce qu'on observe la même chose partout? Est-ce que ce phénomène il est homogène à la fois dans le temps et dans l'espace? Est-ce que cette perte de volume elle tend plutôt à s'accélérer au cours des dernières années? Et puis la dernière partie sur les impacts, hein, que j'ai évoqué brièvement en introduction.
Alors, pour commencer et présenter un peu ce qu'on entend quand on parle de glacier, enfin, ce qu'on a à l'esprit, ce qu'on peut avoir à l'esprit quand on parle de glacier, et avec des exemples pris au Chili, puisque vous avez la chance de vivre dans un pays qui présente une très grande diversité en termes de paysages, en termes d'environnement, en termes de climat, hein, depuis les régions très arides au nord du Chili jusqu'à la région de Patagonie, où on a des quantités de précipitations qui sont très, très, très importantes. Donc, on a une diversité de paysages, une diversité des environnements naturels finalement, et ça se traduit aussi par une diversité vis-à-vis des glaciers qu'on va pouvoir observer, avec ici un exemple dans la région aride, hein, de la région d'Atacama, la zone de Pascua-Lama, avec le glacier Estrecho, un glacier sur lequel j'ai travaillé, hein, notamment quand je vivais au Chili, à La Serena, et sur lesquels j'ai fait des mesures pendant pas mal de temps pour comprendre l'évolution de ces glaciers dans cette zone très aride. Hein. On est vraiment aux portes du désert d'Atacama, donc avec des précipitations très faibles, une région très sèche, et on voit l'aridité du paysage autour du glacier. Hein. Il n'y a pas du tout de présence de végétation dans ces régions, et on se trouve à des altitudes très élevées. Ici, on est à plus de 5000 mètres d'altitude. Alors, on voit sur le zoom en bas, hein, qui est un zoom sur une petite partie du glacier, on voit des formes très particulières, la surface qui est hérissée par des petits pics qu'on appelle des pénitents de glace, penitentes de hielo en espagnol, qui sont des formes caractéristiques des glaciers dans ces environnements très, très arides, qui traduisent un phénomène qu'on appelle la sublimation, c'est-à-dire la perte de masse par sublimation, le passage de l'état solide à l'état gazeux directement, sans passer par la phase liquide. Donc, c'est quelque chose d'assez particulier à ces glaciers dans les régions arides. Un autre exemple plus au sud cette fois-ci, alors on a changé de côté de la cordillère, on est passé côté argentin dans la région de El Chaltén, au pied d'un des fameux sommets de Patagonie, le Fitzroy, avec un autre petit glacier. Hein. On est sur des glaciers qui ont des dimensions de quelques hectares à quelques kilomètres carrés, donc des glaciers relativement petits sur lesquels on peut facilement accéder et faire des mesures. Vous voyez que la superficie du glacier ici, elle est relativement lisse, hein. On peut facilement l'arpenter. Vous voyez la dimension d'un camarade, d'un collègue qui était avec moi ici. Donc, on a un glacier qui fait voilà, quelques hectares, qu'on peut facilement mesurer en allant sur le terrain. Et ce petit glacier qui avait la particularité d'arriver dans un petit lac, la Laguna de los Tres. Si on repasse côté chilien, à peu près dans la même région, vers le parc national Torres del Paine, sur les flancs du Cerro Balmaceda, pas très loin de Puerto Natales, le glacier Serrano, où là, cette fois-ci, on voit aussi le glacier qui arrive dans un lac, et on voit l'environnement qui est complètement très largement différent, hein, des Andes arides qu'on a vu tout à l'heure, hein, avec un glacier qui arrive dans une zone où on voit de la végétation. Alors la photo est un peu sombre, hein, mais on voit du vert un petit peu, donc avec des végétations relativement abondantes en Patagonie, où les glaciers atteignent le niveau marin finalement. Hein. Là, c'est un lac, mais on est quasiment au niveau de la mer. Et par opposition à la photo précédente, vous voyez ici que le glacier il est très fracturé. Hein, et ça, c'est relié notamment au fait que la glace, elle s'écoule, elle n'est pas statique, elle n'est pas figée. Hein, et donc, l'écoulement de la glace va avoir tendance à la fragmenter, la fracturer. On va y revenir par la suite. On voit là encore une fois un glacier à dimension relativement humaine. Hein. Là, le front du glacier fait quelques centaines de mètres de large, donc c'est relativement grand, mais on a des glaciers beaucoup plus grands en surface en Patagonie, et notamment au niveau des grands champs de glace, Campos de Hielo Norte et Campos de Hielo Sur, donc dans la région de Patagonie, la frontière entre le Chili et l'Argentine. Là, on a une vue de plusieurs glaciers du Campo de Hielo Norte, et là, on a dans des dimensions qui sont complètement différentes. Hein, c'est plusieurs dizaines, centaines, voire milliers de kilomètres carrés. Donc, c'est des glaciers immenses, des volumes de glace considérables. Et on ne peut pas imaginer à cette dimension pouvoir faire des mesures sur le terrain, hein, puisque c'est sur des surfaces très, très grandes. Et donc, pour suivre l'évolution de ces glaciers, on a recours à des techniques différentes, notamment en utilisant des photographies aériennes ou des images satellites. On va y revenir par la suite. Alors, qu'est-ce qu'un glacier finalement? Donc, un glacier, c'est une certaine quantité de neige, de glace, et cette glace, ce n'est pas de l'eau qui a gelé, comme si vous mettiez de l'eau dans un congélateur, mais c'est de la neige qui s'est transformée progressivement.
hein. Donc, il faut que la neige puisse s'accumuler année après année dans les régions les plus hautes, les régions froides, hein, où la neige ne va pas intégralement fondre. Et donc, au fur et à mesure du temps, elle va se compacter sous l'effet du poids des couches de neige qui vont s'accumuler les unes au-dessus des autres. Et cette compaction va engendrer un processus qu'on appelle le métamorphisme, donc la transformation des cristaux de neige. Et pour donner une image, c'est comme si vous preniez de la neige et puis que vous la compactiez pour en faire une boule bien dense, hein. Donc, c'est un peu ce processus qui se passe, mais à des échelles de temps pluriannuelles, hein. Donc, il faut des années pour que ce phénomène de compaction fasse que la neige de surface se transforme progressivement en glace. Alors, cette glace, elle n'est pas statique, hein, c'est la deuxième partie de la définition, elle est animée par un mouvement lent, donc ce mouvement il est lié à la déformation du matériau. La glace, c'est un matériau qui a une certaine viscosité, hein, donc c'est un solide, mais qui a néanmoins une capacité à se déformer, et à la fois de la déformation et également du glissement, hein. La glace va en partie glisser sur le lit rocheux qui se trouve sous le glacier. Donc, cet écoulement il permet le transfert de la masse de glace qui s'accumule en haut des montagnes vers les parties les plus basses. Et on dit en général qu'un glacier, c'est quelque chose de permanent à l'échelle humaine. Donc, l'échelle humaine, ça veut dire de l'ordre de la dizaine ou de la centaine d'années, hein. Donc, ça, c'est pour faire la différence avec des surfaces enneigées qui ne seraient pas nécessairement pérennes à l'échelle de plusieurs années. Alors ici, par un ensemble de petits schémas, j'ai essayé de retracer un peu comment fonctionne un glacier à l'échelle d'une année. Donc on a la saison d'hiver pendant laquelle vous avez de la neige qui va pouvoir tomber, s'accumuler sur la surface du glacier, en général sur l'ensemble de la surface, hein, la partie haute, la partie basse. Ici, ce qui est en bleu-vert, ça représente les montagnes, le blanc, c'est le glacier, et puis là, les petites flèches bleues représentent cette couche de neige qui va se déposer sur le glacier pendant la période hivernale. Et puis, pendant la période estivale, ensuite, cette neige va en partie fondre. Et puis, dans la partie basse du glacier notamment, une fois que toute la neige de l'hiver a fondu, c'est la glace qui va cette fois-ci se mettre à fondre. Et dans la partie haute du glacier, du coup, la neige de l'hiver ne va pas fondre intégralement, hein. Il y a quand même toute une partie qui va être stockée et qui va permettre de former donc la glace du glacier. Alors, on a de la neige qui va s'accumuler à haute altitude, dans la partie haute, qui va former de la glace. Et puis, en bas, on va perdre de la neige et de la glace. Et donc, on va avoir un transfert de masse qui va se faire depuis la partie haute vers la partie basse par ce processus d'écoulement, hein, que j'ai évoqué précédemment, hein, le fait que cette neige, cette glace qui s'accumule à haute altitude, elle n'est pas statique, hein, elle va progressivement s'écouler vers le bas. Et donc, on voit qu'au niveau de la partie basse du glacier, on a deux processus qui vont potentiellement pouvoir se contrecarrer l'un avec l'autre, c'est-à-dire la perte de masse et puis la glace qui arrive depuis le haut par l'écoulement. Donc, si on a davantage de glace qui arrive par écoulement, le volume du glacier va avoir tendance à grossir, hein, c'est ce que j'ai illustré ici, et donc la surface du glacier va avoir tendance à augmenter, le front du glacier va avancer, et puis à l'inverse, si on a beaucoup plus de perte de masse dans la partie basse que finalement de flux de glace qui arrive depuis la partie haute, donc ce qu'on connaît globalement actuellement, hein, c'est-à-dire une augmentation de la fonte de nos glaciers et une diminution du flux de glace qui arrive depuis la partie haute, on a le phénomène inverse, à savoir le volume qui diminue, donc la surface du glacier qui, elle aussi, diminue, et le front du glacier, l'endroit où le glacier se termine, hein, qui a tendance à reculer, donc ce qu'on appelle le recul des glaciers dans le langage courant. Alors ici, vous avez un enchaînement de photographies, hein, qui montre ce processus d'écoulement de la glace, hein, pour vous montrer que la glace, elle n'est pas figée, hein, et qu'elle s'écoule un peu à la manière d'un fluide. Alors ces photographies, elles ont été prises sur un glacier qui est en Alaska, le glacier LeConte, donc aux États-Unis d'Amérique. Elles ont été prises pendant l'été, hein, donc on est dans l'hémisphère nord, donc l'été, c'est entre le printemps, l'été, c'est entre le mois de mars et le mois de septembre. Donc là, on a des photos qui s'enchaînent, une photo par jour prise sur toute cette période du 31 mars au 8 août 2016, et qui vous permettent d'une part de voir l'écoulement du glacier, hein, depuis la partie haute jusqu'à l'endroit où il se termine ici dans un lac. Et on peut voir aussi qu'au cours de l'été, le front du glacier a tendance
à reculer, ce qui atteste du fait que finalement le glacier perd plus de masse au niveau de son front que la masse qui arrive depuis la partie haute par écoulement. Et donc, comme on le voit un peu partout sur la planète, les glaciers ont globalement tendance à perdre du volume et à perdre en superficie. Alors finalement, où est-ce qu'on trouve des glaciers sur Terre? Alors c'est un inventaire que je présente ici par cette carte avec tous les petits points bleus qui montrent la répartition des glaciers sur l'ensemble de la surface de la planète. Alors pour qu'on ait des glaciers, les conditions de l'existence d'un glacier, c'est qu'il faut qu'il y ait de la neige qui puisse tomber en surface pendant l'hiver, qui s'accumule année après année, de manière à pouvoir se transformer en glace. Et ces conditions, elles sont réunies soit à très haute latitude, donc dans les régions polaires, proches des pôles, au niveau de l'Arctique par exemple, l'Arctique russe, l'Arctique canadien, l'Arctique nord-américain, ou au niveau du pôle sud, au niveau de la zone antarctique. Et puis ces conditions aussi, on va les retrouver dans les chaînes de montagnes, mais cette fois-ci à haute altitude. Donc il faut soit avoir des latitudes élevées, donc au niveau des régions polaires, soit quand on est au niveau des latitudes moyennes, comme dans les Alpes où je me trouve, ou bien comme dans les Andes chiliennes, argentines, où vous êtes, au niveau des latitudes moyennes de l'hémisphère sud, il faut qu'on aille dans des régions de montagne, donc avec des altitudes élevées. Et dans la région intertropicale, où on trouve aussi des glaciers, comme c'est le cas au Pérou, en Bolivie, en Équateur, par exemple, il faut aller à des altitudes très élevées, jusqu'à plus de 6 000 mètres, 5 000, 6 000 mètres d'altitude pour pouvoir trouver des glaciers. Alors, l'ensemble des glaciers de la planète, il couvre à peu près 700 000 km². Donc, ce n'est pas forcément évident de s'imaginer ce que ça peut représenter, 700 000 km², mais si on traduit ça en une épaisseur d'eau, si on faisait fondre l'ensemble de ces 700 000 km² de glaciers, ça se traduirait par 30 cm, 0,3 mètres, là, 30 cm d'augmentation du niveau des mers. Donc ça peut donner un peu un ordre d'idée. Si on fait fondre la glace qui est contenue dans tous les glaciers qui sont représentés ici par des petits points bleus, ça peut impacter l'ensemble du niveau des mers de la planète d'une trentaine de centimètres. Alors ça peut paraître relativement faible finalement, mais on verra tout à l'heure que ça peut avoir des conséquences quand même importantes pour les activités humaines. Et là, j'ai voulu faire un parallèle avec les grandes calottes dont vous avez sans doute déjà entendu parler, la calotte antarctique et puis la calotte qui couvre le Groenland, où là, on a des volumes de glace qui sont beaucoup plus grands que dans les glaciers de montagne. Et si on faisait fondre ces deux calottes, cette fois-ci, le changement du niveau des mers, l'élévation du niveau des mers serait de l'ordre de 60 à 70 mètres. Donc, vous voyez qu'on ne parle plus du tout des mêmes échelles. Mais ce qui est important de retenir, c'est que si dans les décennies qui viennent, l'Antarctique et le Groenland ne vont pas complètement disparaître, en revanche, comme on le verra à la fin de la présentation, en ce qui concerne les glaciers de montagne, il y a malheureusement un grand nombre de ces glaciers qui risquent de disparaître dans les prochaines décennies et en tout cas de fortement perdre en termes de volume en fonction des différents scénarios d'évolution du climat. Donc on y reviendra tout à l'heure. Alors en Amérique du Sud, pour venir dans une région qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui, où est-ce qu'on va trouver ces glaciers? Comme je l'ai évoqué, on en trouve dans la région intertropicale, en Colombie, en Équateur, au Pérou, en Bolivie. Dans cette région intertropicale, compte tenu du climat même, de la zone tropicale, il faut aller très haut en altitude, jusqu'à plus de 6 000 mètres pour trouver des glaciers. Et puis on en trouve jusqu'en terre de feu, en Patagonie, en terre de feu, où là, cette fois-ci, dans la mesure où on a des conditions climatiques qui sont tempérées, voire presque de haute latitude, pour ce qui est de l'extrémité sud du continent sud-américain, en terre de feu, on va trouver des glaciers qui peuvent arriver jusqu'au niveau de la mer. Alors, les petits points rouges qui sont présentés sur cette carte ici, ils illustrent un certain nombre de glaciers. Donc, il y en a un peu plus d'une vingtaine répartis depuis la Colombie jusqu'à la Terre de Feu, sur lesquels les glaciologues, notamment les collègues dans ces différents pays ici, et avec lesquels je travaille depuis plusieurs années, nous réalisons des mesures à l'échelle saisonnière, à l'échelle annuelle, pour suivre l'évolution à partir d'un certain nombre de mesures de terrain de ces différents glaciers. Et puis ici, vous avez des courbes sur ces petits graphiques qui présentent l'évolution du volume de ces glaciers, donc sans surprise, qui sont très largement à la baisse, avec une perte de volume assez généralisée de ces glaciers. Alors, ces mesures de terrain, en quoi est-ce qu'elles consistent ? Donc pour les présenter un peu succinctement, j'illustre ici à partir d'une photographie aérienne
d'un glacier qui s'appelle le glacier du Zongo, qui est un glacier en cordillère royale, donc situé en Bolivie, à proximité de la ville de La Paz, un glacier sur lequel je travaille avec les collègues boliviens depuis plus d'une vingtaine d'années. Et sur ce glacier, qu'est-ce qu'on mesure? On mesure d'une part l'évolution de la surface de ce glacier. Alors, mesurer l'évolution de la surface, c'est quelque chose qui est assez facile à partir d'images satellites, par exemple, à partir de vues depuis l'espace ou de photographies aériennes. De la même manière, on va mesurer l'évolution de la longueur du glacier pour voir si le glacier, la position du front avance ou recule, ce que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, on va mesurer ces deux paramètres qui sont importants pour savoir si le glacier gagne ou perd du volume, s'il grossit, s'il maigrit. C'est la quantité de neige qui va tomber, ce qu'on appelle l'accumulation à la surface du glacier. Et puis aussi la quantité de neige et de glace qui vont fondre, donc ce qu'on appelle l'ablation, la perte de masse. On va également mesurer la vitesse à laquelle la glace s'écoule, ça je l'ai évoqué, puisque la masse de glace n'est pas figée, encore une fois, elle s'écoule. Et puis on va quantifier les épaisseurs de glace pour connaître le volume total du glacier. Et puis on va mesurer aussi les variables atmosphériques, les conditions climatiques dans le bassin versant dans lequel le glacier se trouve, donc avec des pluviomètres pour mesurer les précipitations, avec des stations météorologiques pour mesurer à la fois la température, l'humidité, le vent, le rayonnement solaire, etc. etc. Donc les variables météorologiques, si je puis dire, qui vont contrôler les processus de fonte à la surface du glacier. Et puis, on va également mesurer le débit du torrent qui sort du glacier, puisque les eaux de fonte en surface du glacier, elles vont ensuite s'écouler par une rivière qui sort du glacier et qui va du coup alimenter le fonctionnement hydrologique du bassin versant et pouvoir être utilisé pour des usages de l'eau comme l'irrigation, la production hydroélectrique, etc. Alors ici, on a quelques photographies qui montrent ces mesures, toujours des photographies qui ont été faites sur ce glacier du Zongo en Bolivie. Ici, on a une station hydrologique, on voit le front du glacier, le glacier qui est un petit peu en arrière-plan, puis donc le torrent qui sort du glacier, au niveau duquel on va mesurer l'évolution du débit, le débit à l'échelle journalière, son évolution à l'échelle saisonnière également. Et puis sur le glacier en lui-même, on réalise des mesures de la topographie de la surface pour voir comment est-ce que le glacier va gagner ou perdre de la masse, donc en fonction de la variation de l'épaisseur du glacier, si je puis dire. Et puis on va également mesurer ce que j'ai évoqué, les paramètres météorologiques. Donc on place des stations météo à la surface du glacier, c'est la photo qui est ici au centre, avec différents capteurs, des capteurs qui mesurent le rayonnement solaire, qui mesurent la présence, l'absence de nuages, qui mesurent la température, etc. Et puis des stations météorologiques qui vont être en bordure du glacier, aussi pour mesurer ces conditions environnementales. Et puis là, le dernier exemple de mesure que j'ai faite, c'est des mesures qu'on réalise avec un appareil qu'on appelle un radar, qui va permettre, en émettant une onde radar qui va pénétrer dans la glace, être réfléchie par la roche qui est sous le glacier, de pouvoir connaître les épaisseurs de glace et la manière avec laquelle l'épaisseur du glacier est distribuée sur l'ensemble de sa surface pour pouvoir calculer son volume. Donc ces mesures sur le terrain, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de moyens également, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas les faire sur tous les glaciers du monde, évidemment. Et donc pour compléter ces mesures de terrain, on utilise des données notamment issues de photographies aériennes qui sont disponibles, les photographies aériennes, depuis un peu plus d'une soixantaine d'années, depuis les années 40-50, le milieu du XXe siècle. Et puis, depuis un peu plus récemment, on utilise beaucoup de données enregistrées par des satellites d'observation de la Terre, donc qui sont dans l'espace, à plusieurs centaines de kilomètres d'altitude, et qui photographient, si je puis dire, la surface de la Terre, et qui permettent donc de suivre l'évolution, notamment des glaciers, mais aussi de l'ensemble des surfaces terrestres, de la végétation, par exemple, ou des lacs, etc. Et donc, ces données satellites, elles sont disponibles depuis une quarantaine d'années, voire un peu plus, quand on arrive à utiliser des images des satellites espions, donc des satellites militaires, qui étaient enregistrés dès les années 50-60, avant l'apparition des satellites civils qui ont connu leur essor dans les années 70-80. Donc ici, on a une illustration de ce qu'on peut faire à partir d'images satellites. Alors on a, cette fois-ci, ce sont des images d'un satellite qu'on appelle Landsat, qui est un satellite nord-américain, avec une image par an sur cette animation, entre 91 et 2000, donc sur une dizaine d'années.
Et on retrouve une nouvelle fois ces glaciers. Alors cette fois-ci, on est en Himalaya, hein, dans une région qui s'appelle le Karakoram, le glacier du Baltoro. C'est ce grand glacier ici qui fait plusieurs dizaines de kilomètres de long. Vous voyez ici l'échelle qui montre 2 km. Donc, à cet endroit, le glacier fait plus de 2 km de large. Hein. Donc là, sur les images, on a à peu près une quarantaine de kilomètres de long. Et donc, on voit que ce glacier, il s'écoule, hein, et puis on a différents glaciers qui se rejoignent les uns avec les autres, hein, qui confluent un peu à la manière de rivières gelées, hein, si ce n'est que l'écoulement d'un glacier est un peu différent de l'écoulement d'une rivière, dans la mesure où les flux de glace ne vont pas se mélanger. Hein. Ils restent bien parallèles les uns par rapport aux autres, sans qu'on ait un mélange qui puisse s'opérer comme on aurait, par exemple, dans une rivière. Ce qu'on peut voir aussi sur cet enchaînement d'images, c'est que l'état de la surface il change, hein, avec l'étendue de la neige qui varie en fonction des saisons. Hein. Donc en hiver, le glacier qui va être plus enneigé, puis qui l'est moins en été. Alors ici, ça défile rapidement, donc on n'a pas forcément bien le temps de voir cette variation du couvert neigeux, mais ça fait des sortes de flashs un peu qui montrent ces variations qu'on peut donc suivre à partir de ces données satellites. Alors, comment est-ce qu'à partir de toutes ces mesures, à la fois terrain, à la fois satellite, on peut établir finalement des résultats sur l'évolution de ces glaciers? Ici, on a un petit résultat à partir de ce qu'on appelle des inventaires multitemporels. Donc, on cartographie l'évolution de la superficie des glaciers à différentes dates. Donc, ici, on a 2 exemples, un dans les Alpes françaises, un autre en Équateur. Et puis, les contours en couleur, là, ça montre l'extension du glacier pour différentes dates, depuis 1956 jusqu'à 2020, à la fois dans ce petit glacier français et puis ce petit glacier en Équateur. Et sans surprise, qu'est-ce qu'on voit? C'est une très forte diminution des superficies glacées, avec l'exemple de ce petit glacier équatorien qui a quasiment intégralement disparu aujourd'hui en 2021. Alors ça, c'est typiquement les travaux qu'on peut faire à partir de photographies aériennes ou d'images satellites pour reconstruire ces variations de superficie des glaciers à grande échelle spatiale. Alors, pour illustrer ça avec des photographies prises depuis le sol, hein, vous avez ici 2 exemples, avec à gauche une dizaine d'années d'écart, avec un petit glacier en Colombie, le glacier Conejeras, hein, pour montrer finalement à quel point cette perte de volume des glaciers se fait de manière assez rapide et assez frappante visuellement. Hein, ça entraîne des évolutions dans les paysages qui sont vraiment très frappantes. Et puis ici, sur la droite, un autre exemple avec cette fois-ci un siècle, 100 ans, un peu plus de 100 ans d'écart entre cette photo donc, qui date du début du XXe siècle et puis celle-ci, donc d'il y a quelques années en arrière, où ce petit glacier proche de Grenoble, où je suis actuellement, a quasiment intégralement disparu. Alors, plus près de chez vous, ici, avec un exemple dans la région métropolitaine du Chili, la zone du glacier Olivares Alpha, en l'occurrence, c'est ce glacier qui a été ici pris en photo dans les années 50 par un glaciologue français, Willy Boutry, qui a travaillé aussi pendant longtemps au Chili, à l'université du Chili à Santiago. Et puis en dessous, une photo qui date d'il y a 2 ans, hein, qui a été prise par un collègue, Marc Turel, où on voit le très fort retrait, la très grande diminution de ce glacier Olivares dans la région de Santiago. Alors ici, encore un autre exemple de ce qu'on peut faire à partir d'images satellites, hein, vues depuis l'espace, donc toujours avec des images de ce satellite d'observation qui s'appelle Landsat. Ici, on a un enchaînement d'images sur un peu plus d'une trentaine d'années, hein, entre 1986 et 2019, avec le glacier Columbia, qui est un des grands glaciers d'Alaska, donc aux États-Unis. Et vous voyez, comme le front du glacier, la surface du glacier a très fortement diminué au cours de ces 30 années. Hein. Là, on parle d'un retrait du glacier de plusieurs dizaines de kilomètres. Hein. Donc, c'est un phénomène qui est vraiment très important et qu'on retrouve à l'échelle globale. Alors, pour illustrer la globalité de ce phénomène, le fait qu'on le retrouve partout sur Terre, hein, il y a cette représentation cartographique qui fait une synthèse de la perte des volumes de glace pour toutes les régions glacées de la planète. Hein. C'est
Là, on retrouve l'inventaire qu'il y avait tout à l'heure avec les points bleus, si ce n'est que les points ils sont orange cette fois-ci. Et on a une perte totale de masse, du volume des glaciers donc, sur cette période d'un peu plus de 50 ans, là, qui est de 9 000 milliards de tonnes de glace. Hein, donc, c'est des chiffres qui sont tellement grands qu'on a du mal à se représenter ce à quoi ça peut correspondre dans notre quotidien, si je puis dire. Et donc, pour essayer d'avoir une image peut-être un peu plus parlante de ce que peut représenter cette perte de masse, on peut s'amuser, si je puis dire, même si le jeu n'est pas forcément drôle, à traduire cette perte de masse en termes de changement dans le niveau des mers, hein, sachant que 360 gigatonnes de perte de glace correspondent à une élévation du niveau des mers de l'ordre de 1 millimètre. Donc ici, là, ce volume total perdu sur ces 50 années correspond à une trentaine de millimètres d'élévation du niveau marin, donc de l'ordre de 3 centimètres, une cinquantaine d'années. Donc ça représente quand même un volume d'eau colossal. Hein, si on imagine augmenter la surface de l'ensemble des mers de l'océan de 3 cm, hein, vous voyez qu'il faut mettre des quantités d'eau très très importantes. Donc la taille de ces différents globes hein, représente le volume perdu par les glaciers dans les différentes régions. Et là, vous voyez que la région qui s'appelle SAN, ici, pour Southern Andes en anglais, donc les Andes du Sud, hein, est finalement une des régions pour laquelle la perte de masse, avec l'Alaska, hein, on a vu la perte de le glacier Columbia tout à l'heure sur l'animation d'images satellites, hein, où on a des pertes de masse qui sont très, très importantes dans ces régions. Alors, si on regarde l'évolution temporelle, cette fois-ci, non plus spatialement, mais l'évolution temporelle de cette perte de masse, sur ce graphique, on a des barres rouges et bleues qui représentent la variation de masse année après année pour un ensemble de glaciers répartis un peu partout sur Terre, une trentaine de glaciers dans les différentes régions montagneuses. Donc, si la barre est bleue, ça veut dire que les glaciers, globalement, ils ont gagné de la masse. Si la barre est rouge, ça veut dire qu'ils en ont perdu. Et donc, ces variations, elles sont quantifiées entre les années 50 et puis les années 2020, hein, donc l'époque actuelle. Donc, vous voyez que sur l'ensemble de cette période, à peu près 70 ans, on a globalement des pertes de masse. Hein, toutes les barres sont dans le rouge, malheureusement. Et quand on cumule cette perte de masse, qui est représentée ici par cette courbe noire, vous voyez que depuis les années 90, et en particulier depuis les années 2000, hein, cette perte de masse, elle tend à augmenter, à être de plus en plus importante, hein, et c'est ce qui se voit visuellement hein, par l'évolution très rapide des glaciers dans les différentes régions du monde. Alors, quand on a toutes ces mesures de variation de masse des glaciers, le lien entre ces pertes de masse et les conditions météorologiques, la température, les précipitations, etc., on peut ensuite venir faire des simulations de l'évolution future des glaciers, donc pour les prochaines années, pour les prochaines décennies, en fonction de scénarios d'évolution du climat. Et c'est ce que je vous présente rapidement ici avec l'exemple du glacier du Zongo, ce glacier dont on a parlé tout à l'heure en Bolivie, sur lequel je vous ai montré quelles étaient les mesures qu'on faisait sur le terrain. Donc là, on a une image satellite hein, qui montre le glacier du Zongo avec la partie qui est couverte de neige en haut et puis la partie en bas où la glace apparaît. C'est une image satellite qui date d'il y a quelques années. De mémoire, ça doit être de 2016, il me semble. Enfin, c'est il y a quelques années. Et les cartes qui sont ici sur la droite, elles montrent quelles sont les simulations qu'on a réalisées pour l'évolution de ce glacier du Zongo si on considère un scénario d'évolution du climat avec une augmentation de la température de l'ordre de 3 degrés. Là, c'est ce que le glacier sera susceptible de devenir d'ici quelques années, en 2025, en 2050, ici sur la carte du milieu, et puis sur la carte d'en bas, en 2100. Et les variations de couleurs qu'on observe sur ces cartes, elles représentent les épaisseurs de glace qui resteront à ces différentes dates. Donc, vous voyez qu'en 2100, il restera guère que de la glace dans la partie très haute du glacier, proche de 6000 mètres d'altitude, et où les épaisseurs de glace restantes, si je puis dire, seront de l'ordre d'une cinquantaine de mètres d'épaisseur. Donc, ce type de simulation, on peut les faire pour tous les glaciers de la planète. On peut les faire pour différents types de scénarios d'évolution du climat, une augmentation des températures de 2 degrés ou de 3 degrés ou de 4 degrés, ou etc., etc.
Et donc, c'est des travaux qui sont faits avec des collègues de beaucoup de laboratoires à travers le monde. Et il y a un travail récent qui a été publié en 2019 qui montre l'état de ces simulations, donc l'évolution du volume des glaciers pour toutes les régions du monde. Alors, on va zoomer sur les régions qui nous intéressent, que j'ai encadrées ici en noir, donc les régions des Andes. Et donc, on a ces deux graphiques qui vont nous montrer l'évolution du volume, enfin de la masse en l'occurrence, du glacier, enfin des glaciers, pardon, dans les Andes tropicales et dans les Andes du Sud, entre l'actuel, on va dire, et puis la fin du siècle, donc en 2100. Et cette évolution de la masse des glaciers, elle est représentée pour trois scénarios. Un scénario dans lequel l'évolution des températures serait limitée à de l'ordre de 2 degrés à peu près, et puis un scénario plutôt pessimiste, le rouge, où l'élévation des températures pourrait atteindre 4 à 5 degrés, donc quelque chose d'assez important. Et ce qu'on voit ici, c'est que finalement, dans la région tropicale, si on ne parvient pas à maintenir un réchauffement de l'atmosphère de l'ordre de 2 degrés à l'échelle globale, on risque de perdre presque 90% du volume des glaciers de la région tropicale. Donc c'est une perte de volume qui est évidemment très importante. Il resterait grosso modo une dizaine de pourcents du volume actuel de nos glaciers. Et si on regarde au niveau des Andes du Sud, donc au niveau du Chili et de l'Argentine, on voit que les volumes actuels sont beaucoup plus grands. On a vu tout à l'heure les photos des Campos de Hielo, Campo de Hielo Norte notamment, où on a des glaciers qui sont immenses. Donc on s'attend, quel que soit le scénario, à une perte de volume. Néanmoins, on est encore, je dirais, heureusement, si je puis dire, loin d'avoir une disparition complète de ces immenses glaciers, heureusement. Mais néanmoins, on voit que la perte de volume pourrait varier entre 20 et à peu près 50% du volume actuel en fonction des différents scénarios. Alors évidemment, ces simulations, elles vont avoir tendance à impacter nos activités à différents points de vue, et c'est l'objet de cette dernière partie. Je surveille un tout petit peu l'heure, voilà. Et donc, dans cette dernière partie, on va s'intéresser à finalement ces impacts de l'évolution des glaciers sur nos activités, avec ici ce petit schéma qui retrace un environnement de montagne. On voit un glacier ici, et puis on voit un ensemble d'activités qui peuvent être affectées par l'eau qui provient des glaciers. On voit ici un barrage avec une centrale de production hydroélectrique, on voit des élevages, des cultures, etc. On voit des industries, notamment au Chili, il y a l'industrie minière qui utilise aussi beaucoup d'eau dans les zones de montagne, et notamment potentiellement de l'eau qui provient des glaciers, évidemment. Et puis on voit que cette eau, au final, elle va aller vers les océans, et donc c'est les différents impacts liés à l'évolution des glaciers sur l'évolution du niveau des mers, sur les usages de l'eau pour l'irrigation, la production hydroélectrique, la consommation d'eau potable, tout simplement pour la population, et également un autre aspect que j'évoquerai assez rapidement sur les risques d'origine glaciaire. Alors, en termes de niveau marin, le graphique ici à gauche, il vous montre, en fonction des différents scénarios d'évolution du climat, donc là, il y a 4 scénarios qui sont représentés ici, quelle serait finalement l'évolution du niveau des mers d'ici 2100 en centimètres. Donc, on voit que ça varie entre les scénarios, entre une quarantaine de centimètres et une soixantaine de centimètres. Et pour chacun de ces scénarios, on voit la contribution des différents processus, notamment la fonte des glaciers qui est illustrée en rouge, la contribution qui est liée au Groenland en vert, la contribution qui est liée à l'Antarctique en violet, et puis vous avez la partie bleue ici qui correspond à ce qu'on appelle l'expansion thermique, le fait qu'un volume d'eau, quand il est réchauffé, une certaine quantité d'eau, quand elle est réchauffée, elle va occuper un volume plus important. Donc l'océan, comme l'atmosphère, avec le réchauffement global, a tendance à se réchauffer, et donc en se réchauffant, il se dilate, il occupe un volume un peu plus important. Donc on voit que la contribution finalement à l'élévation des mers pour le prochain siècle, la contribution qui vient des glaciers, elle a une part qui est très importante, qui correspond à peu près à 1/3 de l'élévation qui est simulée pour les prochaines décennies. Et donc, sur cette carte ici à droite, on retrouve avec des couleurs les zones littorales, donc
sur les côtes, hein, qui potentiellement pourraient être plus ou moins fortement impactées par une hausse du niveau des mers. Et évidemment, plus c'est rouge, plus les zones sont susceptibles d'avoir un impact fort et à tout point de vue négatif, si je puis dire, donc dommageable. Et donc, c'est en lien évidemment avec la présence de population, la présence d'activités humaines, industrielles, portuaires, etc. Et donc, c'est ces zones qui seront susceptibles d'être les plus fortement impactées. D'un point de vue plus local, en termes de ressources en eau, ici, avec ces photos, j'illustre deux exemples d'usage de l'eau. Hein. Vous avez sur la gauche, on retrouve le glacier du Zongo en Bolivie, dont on a déjà parlé précédemment. Et l'eau qui provient de la fonte de ce glacier, elle est en partie, en totalité, pardon, même stockée dans ce barrage ici. Et à l'aval de ce barrage, on a une centrale de production hydroélectrique. Donc, on a un usage direct de l'eau de fonte du glacier du Zongo pour la production hydroélectrique, la production d'électricité qui alimente en partie la ville de La Paz, qui est donc la capitale de la Bolivie, qui se trouve à une quinzaine de kilomètres de ce site du glacier Zongo. Donc, on voit ici qu'il y a un intérêt important de la compagnie hydroélectrique pour connaître l'évolution du glacier dans la mesure où ça va affecter la capacité de production hydroélectrique au niveau de cette centrale. Ici, on a un autre exemple en Équateur avec le volcan Antizana, qui est un volcan englacé. Alors, c'est un volcan qui n'est pas actif, en l'occurrence, mais qui est englacé. Et on a ici une station de mesure de débit de l'eau de fonte qui provient de la fonte de ces glaciers de l'Antizana. Et sur la carte qui est en dessous, on retrouve la zone de l'Antizana qui est entourée par le cercle rouge ici. On retrouve la ville de Quito, qui est la capitale de l'Équateur, ici sur la droite. L'Antizana est à peu près à une quarantaine de kilomètres, à vol d'oiseau de distance de la ville de Quito. Et ce qui est représenté ici en bleu et en orange, ce sont des réseaux de canalisation qui permettent de capter les eaux qui proviennent du massif de l'Antizana, donc notamment les eaux de fonte du glacier, pour les acheminer vers la ville de Quito et les utiliser pour la consommation en eau potable. Alors ce type d'exemple, on le retrouve dans beaucoup d'endroits, dans les Andes, mais aussi dans les Alpes et dans d'autres chaînes de montagnes, où on a un usage relativement direct des eaux de fonte glaciaire pour soit la production hydroélectrique, soit la consommation en eau potable. Alors, un autre impact, c'est sur les risques d'origine glaciaire que j'ai un peu rapidement évoqué tout à l'heure. On a trois exemples ici, notamment quand les glaciers reculent, quand ils perdent du volume. Les glaciers, ils ont tendance, quand ils s'écoulent, à venir éroder le socle rocheux sur lequel finalement l'écoulement se produit. Et donc, quand les glaciers reculent, on a souvent la possibilité de voir des lacs, ce qu'on appelle des lacs proglaciaires, qui vont se former. Et ici, on a un exemple au Pérou avec un lac qui s'était vidangé de manière brutale au milieu du XXe siècle, qui avait entraîné à peu près 4000 morts dans la ville de Huaraz. Et par la suite, pour éviter que ce lac, avec le retrait du glacier qui continuait, ne présente un nouveau danger, vous voyez qu'il y a un grand nombre de tuyaux ici qui ont été mis en place de manière à pomper l'eau de ce lac et éviter de faire en sorte que le niveau du lac ne monte de manière trop importante et engendre une nouvelle catastrophe. On a un autre exemple dans les Andes du Pérou, toujours, au niveau d'un sommet qui s'appelle Huascaran, où on a eu, dans les années 70, une avalanche de glace qui a enseveli la partie d'un village qui s'appelle Yungay, qui est ici au premier plan, là, et qui avait entraîné un peu plus de 20 000 morts. Et un autre exemple de risque d'origine glaciaire, c'est quand on a des glaciers qui se trouvent sur des volcans actifs, et notamment dans la région au sud du Chili, il y a plusieurs cas qui s'apparente à celui-ci, si ce n'est qu'on est dans une région où il y a potentiellement des impacts relativement faibles, où il y a peu d'habitations, où il y a peu d'activités humaines, mais néanmoins il peut y en avoir malgré tout. Et on a ici un exemple d'une catastrophe qui s'était produite en Colombie dans les années 80, où au niveau du Nevado del Ruiz, on avait eu une phase d'activité de ce volcan qui est recouvert par une calotte glaciaire qui avait fait fondre une grande partie de la calotte, qui avait anéanti une partie de la ville qui se situe au pied du volcan, entraînant un peu plus de 25 000 décès. Et enfin, pour terminer cette présentation, un dernier exemple
vis-à-vis d'une actualité, si je puis dire, enfin, ou en tout cas d'un phénomène assez récent dont vous avez dû entendre parler au Chili, c'est cette période de méga séquia qui est documentée avec une diminution importante des précipitations depuis une dizaine d'années dans les Andes centrales du Chili et d'Argentine, donc la région de Santiago, de Mendoza, etc. Du coup, cette méga séquia qu'on observe depuis une dizaine d'années, elle se traduit par une diminution du débit des rivières dans ces bassins versants en partie englacés, de l'ordre de 30 à 45%. Donc, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et ce qu'on a cherché à mettre en évidence dans ce travail qu'on a fait avec des collègues chiliens, des collègues argentins, c'est quel avait pu être le rôle des glaciers pour limiter finalement l'impact de cette sécheresse. Alors, comment est-ce qu'on a réussi à faire ça? On a utilisé des données satellites, telles que celles que je vous ai présentées un peu rapidement tout à l'heure, pour quantifier à quelle vitesse les glaciers ont perdu du volume au cours des 20 dernières années. Donc, c'est ce qui est représenté par les deux cartes ici en haut à gauche. On a une carte qui représente la décennie 2000-2009 et puis une autre carte qui représente la décennie 2009-2010. Donc, tous les petits points, ils représentent des endroits où on trouve des glaciers. La partie jaune que j'ai entourée, c'est les Andes centrales, du Chili et d'Argentine. Et la couleur des points, elle correspond au taux de perte de volume des glaciers qui sont dans ces régions. Et vous voyez qu'entre 2000-2009, donc la carte de gauche et la carte de droite, 2009-2010, dans toute cette région des Andes centrales, la couleur des points a complètement changé. On est passé de bleu à bleu clair à des tons qui sont rouges. Et donc ça veut dire que la perte de masse de ces glaciers a fortement augmenté entre ces deux décennies. Donc, si les glaciers ont beaucoup plus perdu, ça veut dire qu'ils ont libéré beaucoup plus d'eau, et du coup, cette eau libérée par les glaciers, elle a permis de compenser en partie, en petite partie, avoir à l'esprit que ce n'est pas une compensation totale, évidemment, mais cette période de sécheresse importante, et cette compensation, elle est de l'ordre de quelques pourcents, entre 3 et 8% de la perte de débit qui était liée à une baisse des précipitations qui a pu être atténuée, si je puis dire, mitigée par l'eau de fonte qui provenait de ces glaciers dans ces régions. Alors, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que quand les glaciers perdent du volume, certes, ça peut permettre de contribuer à alimenter le débit des rivières et potentiellement à réduire l'impact d'une période de sécheresse, mais il faut aussi avoir à l'esprit que c'est le stock de glace qui est entamé, si je puis dire, et que finalement, il est peu probable que ce stock soit amené à se reconstituer dans les années à venir, et ça contribue donc une perte pour les prochaines années, les prochaines décennies. Voilà, donc j'en ai terminé avec cette présentation, et du coup, je pense qu'on doit avoir potentiellement quelques minutes peut-être pour des questions. Sí, la directa aquí. Il y a aussi une question sur les glaciers, comment avancent les glaciers. De nombreux glaciers au Chili. C'est quoi le glacier le plus connu au Chili? C'est là? C'est pas le Cerrado. Le glacier Grey, ouais, dans la zone des Torres del Paine. Qu'est-ce que vous connaissez ces glaciers? Vous les glaciers ou pas? Alors? D'accord. Le glacier, il avance, je pense, oui. Oui. Ça se voit régulièrement? Oui. Non, mais Alors du coup, je n'entends pas forcément les questions de manière très précise parce que la qualité du son n'est pas très bonne. Pour l'instant, il n'y a aucune question. D'accord. Ou des remarques, des commentaires. Des remarques, oui, des remarques, des commentaires. Parlez assez fort. Soyez pas timide, je vous en prie.
Aquí, una question. Bon. Que dans ce graphique disait qu'il y avait des diminutions des glaciers dans les années 50. Ça veut dire que dans les années 50, il y avait beaucoup de contamination. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien entendu. On parlait des années 50 et d'un problème de contamination, c'est ça? Alors, on parlait du niveau de contamination dans un graphique. Ah, que dans les années 50, il y avait aussi une diminution des glaciers. Une diminution des glaciers, oui. Oui. Je voulais savoir si dans les années 50, s'il y avait beaucoup de contamination. Est-ce que dans les années 50, il y avait beaucoup de contamination lors des fonds des glaciers? De contamination, oui. Alors, donc, la perte de volume des glaciers, hein, ce n'est pas quelque chose qui date uniquement des dernières décennies. Hein. Donc, effectivement, la tendance de diminution, elle est, on va dire, presque séculaire, voire même au-delà, depuis la fin de ce qu'on a appelé le petit âge glaciaire, qui s'est terminé au milieu du 19e siècle. Donc, dans les années 50, dans les années 40-50, il y a effectivement eu quelques décennies où la perte de masse était importante. Il y a certaines études qui tendent à montrer que ça pourrait être lié effectivement à un impact notamment de poussière sur dépôts de poussière en surface qui est accélérer les processus de fonte. Donc je ne sais pas si c'était le sens de la question en termes de contamination, mais néanmoins c'est une période où certes la perte de masse a pu être importante, mais pendant un temps relativement bref. Et les taux de fonte qu'on observe aujourd'hui, et particulièrement depuis le milieu des années 90 et le début des années 2000, donc depuis bientôt plus de 30 ans, hein, sont quelque chose en termes d'intensité et de durée qu'on n'avait pas encore enregistré au cours des siècles, voire des millénaires précédents. Donc c'est un phénomène qui vraiment a tendance à s'accélérer de manière importante. Ok, question, c'est bon. Oui, super. Autre question, autre remarque? Non? Vous vous intéressez? Oui. C'est une thématique au Chili qui est relativement courante, les glaciers, avec tous les glaciers que nous avons, ce soit en Polynésie, soit en Patagonie. Je pense que c'était un sujet intéressant de l'actualité. C'est vrai que les glaciers, on commence à fondre. Il n'y a aucune remarque, je voulais remercier notre conférencier. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Merci. Merci. Merci beaucoup à vous tous. Bonne journée. Bonne fin de journée. Ciao.